Je sais pas si c'est good, vous voyez ou pas là. Oui, très bien. En plein écran du coup? Oui, Ok, parfait. Du coup, ouais, bah, merci Agathe de répondre les autres si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui sont pas clairs ou si vous voulez qu'on discute au fur et à mesure de ma présentation, et n'hésitez pas. Le but, c'est bah, que ce soit un petit peu didactique. Et puis, je suis pas interniste. Donc, même si la médecine interne, ça m'intéresse beaucoup et que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des très bons internistes, je ne suis pas interniste. Donc, il y a peut-être des choses qui seront faites différemment en fonction des endroits. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on en discute. Je vais essayer de refaire de la biblio pour voir si récemment il y avait des avancées, des changements, des choses comme ça. Mais voilà, c'est avec plaisir qu'on puisse en discuter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. C'est un peu long. Donc, bah, Agathe, peut-être n'hésite pas à me dire, parce que j'ai tendance à perdre un peu des yeux le temps et j'ai peur de dépasser. Donc, si jamais tu trouves que je prends du retard, n'hésite pas à me le dire ou quelqu'un d'autre. Du coup, on va commencer par parler rapidement d'un cas clinique. On va après faire un truc peut-être un petit peu qui peut paraître un peu barbant, qui est une liste des pathologies hépatobiliaires. Alors surtout en se centrant sur ce qu'on rencontre le plus en clinique, enfin en tout cas ce qui est le plus fréquent chez le chat. Puis on parlera à la fin de l'encéphalose hépatique. Alors Garfield, c'est pas un vrai cas, mais c'est inspiré de certains cas que j'ai pu voir en clinique. Donc Garfield, c'est un petit chat européen mal castré de 5 ans qui est présenté pour des vomissements évoluant depuis 48 heures. Et en creusant un peu, en fait, il bricole depuis quelques jours, il n'est pas très en forme, il ne veut pas trop manger, et il est en anorexie complète depuis 24 heures. Il n'y a pas d'antécédent particulier chez ce chat. Quand on discute avec les gens, ils parlent vaguement d'un abcès quand il avait 1 an. Voilà, rien de flagrant a priori dans ses antécédents au plus long terme. Au niveau de l'examen clinique d'admission, au niveau airway, pas d'anomalie particulière. Au niveau breathing non plus. Au niveau circulation, pas d'anomalie notable, simplement des muqueuses un peu sèches. Un animal qui est pas très en forme, mais pas d'atteinte neurologique notable, pas d'hypovigilance ou d'atteinte de la vigilance. Et au niveau fonction moteur, une palpation abdominale qui est tendue et inconfortable, un chat qui est légèrement hypotherme à 37,7, euh, mais pas d'autres anomalies particulières. Euh, on commence à par quelques examens, du coup, on commence par des examens sanguins. Au niveau de sa NFS, alors il y a différentes choses en rouge, mais globalement, ce qui est le plus notable, c'est une leucocytose neutrophilique et une éosinopénie. Qui pourraient nous suggérer différentes choses. Alors, une leucocytose neutrophilique, c'est pas nécessairement signe d'une inflammation ou d'une infection. Ça peut être une formule de stress, donc quelque chose de purement réactionnel à toute maladie, ou éventuellement noter une réaction inflammatoire ou un processus infectieux. Ça, éventuellement, pour en savoir un peu plus sur le type de leucocytose neutrophilique, ça peut être intéressant de regarder le frottis. Et si on voit des bancs de sel, on pourra penser à quelque chose de plutôt infectieux. Mais voilà, leucocytose neutrophilique ne veut pas dire infection. C'est à noter, mais on peut le voir dans plein de cas. Le reste, pour moi, est pas notable. Enfin, c'est des choses auxquelles je ne ferai pas attention, les autres choses en revanche. Au niveau de sa biologie sanguine, ce qui est réalisé dans un premier temps, c'est un CHEM10 qui montre pas d'anomalie particulière, mis à part une urée un petit peu basse. Alors après ça, on peut le voir chez des chats anorexiques, surtout que c'est vraiment très à la limite basse. Par contre, on a un rapport Assurgé à 0,5, donc qui pourrait quand même euh, nous nous faire penser à un processus inflammatoire ou infectieux sous-jacent. Un ratio Assurgé en dessous de 0,8, c'est anormal. Donc, même si l'albumine et les globulines sont dans les valeurs usuelles, elles apparaissent pas en rouge, on a un rapport Assurgé qui est à 0,5, donc qui est quand même à relever. Donc rien d'anormal au niveau enfin pas de grosses anomalies à ce CHEM 10.
Par contre, chez ce chat, si on avait fait un CAM17, on se serait rendu compte que sa bilirubine était à 1, donc était augmentée, et que ses azates étaient également augmentés. La bilirubine, en dessous de 3, voire des fois jusqu'à 5 mg par décilitre, on n'aura pas forcément d'ictère clinique. Donc c'est pour ça que même si le chat est, alors, enfin je dirais même plus, surtout si l'animal est pas jaune, il y a vraiment un intérêt à faire, à doser la bilirubine, parce que bon, s'il est jaune, on sait qu'il y a un ictère, alors c'est quand même intéressant de la doser, savoir d'où on part, et surtout, je pense, parce que sur les pathologies hépatobiliaires, je ne crois pas qu'il y ait enfin qu'on puisse te dire tiens, la bilirubine elle est supérieure à telle valeur, du coup le pronostic est négatif, mais plutôt la décroissance de la bilirubinémie. Donc c'est intéressant d'avoir une valeur de base. Donc même si on sait que l'animal est hystérique, on a quand même besoin d'avoir cette valeur-là pour pouvoir savoir d'où on part et pouvoir la suivre. Et donc des azates augmentés, j'en avais parlé une fois au webinaire. Il y a beaucoup de chats qui ont des ALAT, des PAL, des GGT tout à fait dans les normes et qui vont avoir simplement des azates augmentés dans le cas de cholangite. Donc c'est pour ça que personnellement sur les chats, j'ai vraiment tendance à faire des bilans plus complets que le simple CAM10, alors surtout sur des chats dont on ne sait pas trop ce qui se passe, des vomisseurs chroniques, faire un bilan, un CAM17 et je rajoute les azates ou pas forcément un CAM17, mais rajouter paramètre par paramètre pour avoir bilirubine, azat. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans le CAM17, on a aussi un profil lipidique. Donc, c'est aussi intéressant pour ça. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire surtout de faire attention quand on fait nos premières analyses, quand on fait NF, CAM10 et qu'on se dit tiens, bah, il n'y a rien. Voilà, garder en tête qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas évaluées avec un simple CAM10, que certes, pas la latte sont normaux, mais ça ne veut pas dire que le foie va bien. Donc, avec ces résultats-là, si on résume, sur Garfield, on a un cas de 5 ans qui présente des troubles digestifs aigus avec une atteinte de l'état général qui évolue depuis 5 jours. Et aux examens, on a un contexte probablement inflammatoire et des signes d'attente hépatique avec un ictère subclinique. Donc, on n'a pas de signe d'ictère à notre examen clinique, on a un ictère subclinique et une augmentation des azotes. Donc, qu'est-ce qu'on dit au propriétaire? Donc, qu'est-ce qu'on pense, nous? Et qu'est-ce qu'on dit au propriétaire? Quelle est la prochaine étape après ça? Alors, je regarde tout, c'est des messages. Oui, Agathe redisait qu'il n'y a pas les azates au CAM17. Toujours les faire en plus. Ouais, ouais, les azates sont pas inclus dedans. Je pense que dans les autres MUV, en tout cas à Taverny, c'est sûr, on a les azates du catalyste, enfin en plaquettes individuelles. Je pense que dans les autres MUV aussi. Mais voilà, toujours penser à le rajouter parce que oui, en effet, il n'en fait pas partie. Moi, c'est aussi des chats sur lesquels j'aurais tendance à faire à minima un light, donc explorer les électrolytes parce que s'ils vomissent, on peut avoir une hypokaliémie, voilà, pour plein de différentes raisons. Généralement, on va se mettre sous perf, donc c'est toujours intéressant d'avoir un light. Et puis après, d'autres examens vraiment pour prendre des cas. Le but ici, c'est pas de donner une recette, de dire en quels examens faire. Mon but, c'était de dire que il faut faire attention quand on n'a pas d'anomalie à nos premiers examens, à part simplement conclure tout va bien, on ne sait pas, enfin, le foie va bien. Surtout, c'est les faits qui sont un peu fourbes. Donc, qu'est-ce qu'on dit, quelle est notre prochaine étape quand on a vu ça? Donc, quel type d'anomalie on rencontre? Oh là, j'ai fait une grosse faute. Euh, Nickel, au masque. Non, pardon, c'est moi qui bug. Donc, quel type d'anomalie on rencontre le plus? C'est ça au niveau des anomalies hépatobiliaires. L'une des grandes catégories l'une des grosses causes de problèmes hépatobiliaires chez le chat, ça va être infection inflammatoire avec les cholangites. Donc ça, c'est la grande famille.
Et la lipidose hépatique, qui est aussi la deuxième grosse pathologie. Alors, ça dépend des endroits. Il y a des études aux États-Unis où il y a plus de chats à lipidose. Et en Nouvelle-Zélande, par exemple, où on a plus de chats à cholangite. Peut-être que c'est lié au fait qu'il y a plus de chats obèses aux États-Unis. Voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, globalement, c'est ces deux là qui ressortent le plus, cholangite et lipidose, avec ensuite plein d'autres choses qui peuvent toucher le foie et les voies biliaires, donc des tumeurs, des problèmes au niveau des anomalies vasculaires, tout ce qui est Shunt en particulier, d'autres choses, cholécystite, atteintes toxiques ou autres, mais voilà, on va plutôt se centrer sur ces deux grandes maladies, donc à savoir cholangite et lipidose hépatique. Donc, dans tout ce qui est inflammatoire, donc quand inflammatoires infectieux, les cholangites ou cholangiohépatites, on peut les partager en différentes catégories. Alors, soit aigu versus chronique, même si je trouve que c'est le cas, c'est pas forcément facile parce que déjà, on a affaire à des propriétaires qui des fois sont très attentifs aux signes que peuvent présenter leurs chats et des fois non. Donc c'est difficile de faire confiance entre guillemets à un propriétaire qui nous dit que ça a vraiment tout juste commencé depuis 3 à 4 jours. Par exemple, si le chat a perdu du poids, bon, bah, généralement, on a tendance à se dire qu'il y a peut-être quelque chose de chronique. Le souci aussi chez les chats, c'est qu'il y a souvent euh, de multiples pathologies qui peuvent se combiner pour pour participer à euh, à la présentation clinique. Donc, des chats qui ont des cholangites et une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des chats qui ont des cholangites et une pancréatite chronique. Voilà, c'est fréquent. Ou des chats qui ont une cholangite et une MRC. Il y en a pas mal. Donc, je trouve que c'est vraiment difficile de dire dans quelle mesure la cholangite en elle-même est aiguë versus elle est chronique. En tout cas, sur la symptomatologie, je pense qu'après, si on va plus dans le détail ou si on fait des biopsies de foie pour le coup, on pourra avoir cette information-là. C'est plus judicieux, je pense, c'est intéressant en fonction du type d'inflammation qui est présenté, avec la cholangite neutrophilique. Avant, on l'appelait la cholangite suppurée. Donc, elle a été renommée pour cholangite neutrophilique et la cholangite lymphocytaire, qui sont les deux grands types de cholangite. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont quand même moins fréquentes, donc j'en parlerai pas là. La cholangite neutrophilique, c'est la cholangite qui est la plus souvent qu'on rencontre le plus souvent en clinique. Le processus par lequel la cholangite va apparaître. Donc, cholangite, c'est une inflammation des voies biliaires. On parle de cholangiohépatite quand on a une inflammation des voies biliaires et du foie. Donc, généralement, ça va commencer par une inflammation des voies biliaires, par remontée de germes à partir du tube digestif. Donc, les tubes digestifs, les bactéries remontent dans le canal cholédoque et c'est comme ça que l'inflammation et l'infection des voies biliaires va se développer. Et quand ça remonte jusqu'au foie, globalement, on va avoir une atteinte hépatique associée. On peut avoir d'autres choses secondairement à ça, notamment quand l'inflammation est marquée, qu'il y a beaucoup d'œdème. On peut aussi avoir une cholestase, donc une stase de bile, une bile qui n'est pas correctement évacuée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi rencontrer dans plein d'autres pathologies hépatiques et extra-hépatiques, dans des grosses pancréatites, dans le cas de lithiase, donc de calcul biliaire. Voilà. En gros, tout ce qui va empêcher le bon écoulement de la bile, on peut avoir des signes de cholestase. Et je pense qu'après, il y a un cercle vicieux. En cas de cholestase, on peut aussi avoir plus facilement une remontée de germes et une cholangite, voire cholangiohépatie. Donc, globalement, la physiopathe sur des cholangites neutrophiliques, ça va être une remontée de germes et une infection secondaire. Sur ce type de pathologie, alors il y avait des études plus vieilles, relativement vieilles, qui laissaient qui laissaient penser que ça touchait plutôt des jeunes animaux en bonne santé. A priori, ça peut, en bonne santé à la base. A priori, ça peut toucher un peu plus largement des animaux adultes, pas forcément les jeunes semblent forcément prédisposés. D'un point de vue clinique, on a des signes qui sont assez peu spécifiques avec des signes généraux, dysorexie, abattement. Parfois, on va avoir que ça.
éventuellement une perte de poids et assez fréquemment, mais pas non plus tout le temps, des troubles digestifs avec souvent des vomissements. L'examen clinique CSPCA sera souvent non remarquable. Il y a une fièvre dans 20%, donc ça veut dire qu'il y a quasiment 8 cas sur 10 qui ne présenteront pas de fièvre, un ictère dans un tiers des cas et une hépatomégalie dans un peu plus de 20% des cas. Donc, ouais, gardez en tête que ces chats, très souvent, vont avoir un examen clinique dans les normes, donc ils peuvent avoir des signes assez frustres. En fait, au final, avec simplement un sapin en forme qui ne veut pas trop manger, et cliniquement, ben, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au niveau des examens sanguins, la NSS est anormale chez un chat sur deux. Ça veut dire que la NSS est normale chez un chat sur deux. Donc là encore, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et une NSS normale, donc on voit que sur une cholangite neutrophilique, on peut avoir un animal qui a pas de fièvre, qui a une NSS normale. Donc rien qui puisse nous laisser suspecter un processus infectieux sous-jacent. On va vraiment garder en tête que on peut ne pas avoir chose à se mettre sous les dents pendant tout un moment. Au niveau de la bioche, pareil, il y a dans beaucoup de cas sur un bilan classique avec peu de paramètres, donc le TM10, on peut avoir rien d'anormal ou alors des fois juste un rapport HURGT diminué. On a des ALAT augmentés dans un cas sur deux, donc ils sont normaux dans un cas sur deux. Pour les pâles, on peut avoir jusqu'à 48, donc jusqu'à un cas sur deux qui va avoir une augmentation des pâles. Mais parfois, on en a, enfin voilà, très souvent, on n'aura pas d'augmentation des pages, des ALAT et des GGT. Par contre, on aura une augmentation des azotes dans 98% des cas. Donc, quasiment tous les chats cholangiques neutrophiliques montreront une augmentation, montreront une augmentation de leurs azotes. D'où l'importance de le rajouter au panel chez un chat qui vomit, qui n'est pas en forme. C'est un moment, ça pas en forme et où on part un peu à l'exploration. Les azotes, c'est hyper important. Une augmentation de la bilirubine, donc on a dit un ictère dans 34% des cas, je crois, donc un tiers, et on voit qu'on a une hyperbilirubinémie dans deux tiers des cas. Donc, ça veut dire qu'on a pas mal d'ictères subcliniques. Donc là encore, la bilirubine est intéressante chez ces chats-là à doser. Surtout, d'autant plus si on n'a pas de signe d'ictère. L'imagerie médicale va avoir une importance centrale pour moi pour la gestion de ces cas et avec la réalisation d'une échographie abdominale complète. Alors nous, c'est vrai qu'en urgence, on a plutôt tendance à faire des POCUS qui peuvent être intéressants pour vérifier qu'il n'y ait pas de signe de perforation, enfin de rupture de la vésicule biliaire, vérifier qu'il n'y ait pas de signe de, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de d'épanchement abdominal qu'on peut être amené à prélever pour rechercher éventuellement une péritonite. Voilà. Donc, le POCUS, c'est intéressant. Par contre, avec le POCUS, on passe à, enfin, voilà, on obtient certaines informations intéressantes dans le contexte de l'urgence. Mais pour la gestion de ces cas-là, de mon point de vue, c'est pas suffisant. C'est des animaux qui ont besoin d'une échographie abdominale complète. D'une part, pour explorer tout ce qui est hépatobiliaire, et puis explorer l'ensemble de l'abdomen, et en particulier rechercher des signes de triade assez fréquemment. C'est ça, on peut avoir une pancréatite ou une mytie ou les deux associés. Donc voilà, super important d'explorer à l'imagerie. Pour moi, la radio, c'est cas, enfin, ces cas-là, j'en vois pas l'intérêt personnellement. C'est assez rare. Enfin, ouais, je vois pas l'intérêt pour ces cas-là de faire une radio abdo. Ça peut être intéressant au préalable de notre exploration. En effet, si on suspecte par exemple euh, un corps étranger digestif, mais c'est vrai que sur une suspicion d'atteinte hépatobiliaire, la radio, on n'aura pas grand-chose à faire sur la dent, sauf en cas de cholélithiase, des choses comme ça. Mais sinon, sur tout le reste, l'imagerie sera comme une vachement plus informative. C'est des cas assez souvent, alors ça du coup c'est pas fait par nous en urgence, mais c'est des cas assez souvent qui est dans des structures avec différents services qui vont être transférés au service de médecine interne et pour lesquels ils vont avoir tendance à faire des prélèvements, donc de ponction de ponction de foie, prélèvement de bile. Voilà, c'est pas pour employer l'analyse. L'idée étant de rechercher
une tumeur sous-jacente, rechercher des signes de cholécystite, donc une infection de la bile, voilà, rechercher une maladie qui aurait pu prédisposer. Euh, j'ai pas en tête les chiffres exacts avec la cytologie de diagnostic de certitude qu'on puisse avoir. Je crois que c'est pas non plus énorme, je crois que c'est 20 à 30% des cas pour les cholangites. On peut aller jusqu'aux biopsies, mais dans un premier temps, les cytoponctions peuvent être intéressantes pour exclure des choses plus graves, plus dans le long terme. Alors, donc la prise en charge des cholangites neutrophiliques, alors, donc, comme d'habitude, en urgence, on va commencer par réanimer. Donc, en fonction des anomalies qu'on aura à notre examen clinique, si l'animal présente des signes d'état de choc, c'est quand même, de mon point de vue, assez rare que les cholangites soient présentés en état de choc et vraiment très, très mal. Voilà, la première prise en charge sera, comme d'habitude, euh, orientée vers la BCDE et la prise en charge des anomalies les plus graves en priorité. L'antibiothérapie, c'est ça, ce sera un élément central. Dans l'idéal, elle sera commencée après CEPAF et pension de bile, donc après l'exploration, après les coabes d'eau complète. Ça dépend vraiment des structures, ça dépend vraiment des contextes, ça dépend vraiment des cas, ça dépend vraiment des possibilités financières des gens. Moi, ça, j'ai tendance à raisonner comme ça parce que dans les centres où on a plusieurs services et que c'est des internistes qui reprennent les cas. Ils n'aiment pas trop qu'on ait commencé les antibiotiques, si c'était possible de ne pas les commencer avant qu'ils aient leur prélèvement, ce qui est tout à fait normal, puisque quand on commence l'antibio, on peut avoir une bactériologie qui sera négative, mais on ne saura pas du coup si on n'avait pas commencé les antibiotiques avant, peut-être qu'on aurait pu avoir une réponse avec l'antibiogramme. Donc, à adapter en fonction des contextes, en fonction de mon travail, en fonction des gens. Moi, j'ai tendance toujours, du coup, à leur expliquer l'intérêt de commencer par un traitement probabiliste, l'intérêt d'aller au bout et d'explorer davantage et d'avoir une réponse. Et voilà, on décide ensemble en fonction du cas, parce qu'il y a aussi des cas où l'animal, on ne pourra pas se permettre forcément d'attendre les coagules complètes, les ponctions, etc. Parce il est dans un état qui nécessite qu'on agisse plus rapidement. Ou alors, ça tombe vendredi et on n'arrivera pas à avoir une écho avant lundi. Dans ces cas-là, c'est vrai que pour le coup, j'ai tendance à commencer avant. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'élément central à savoir quand est-ce qu'on commence. Ça, c'est très dépendant du cas. Empiriquement, donc avant qu'on ait les résultats de l'antibiogramme, on commencera avec amoxiclav ou ampicillin-sulbactam en IV. Traitement de soutien qui est important chez ces cas-là, analgésie au besoin. Donc, je pense à commencer à buprenorphine, que les chats sont assez discrets sur leurs signes de douleur. Donc du coup, même si euh, ils n'ont pas de signes de douleur flagrants, parfois une petite dose de bupré, ça peut leur permettre de commencer à se remettre à manger. Donc assez fréquemment, je vais les mettre sous buprenorphine, anti-nauséeux au besoin, même s'ils vomissent pas. Moi, c'est vrai que ça dépend des cas, mais assez souvent, ils peuvent être nauséeux sans forcément avoir des nombreux vomissements. Donc c'est intéressant, perfusion, gestion des débordements électrolytiques, etc. La réalimentation chez ces sacs est aussi importante. Des fois, simplement avec notre première prise en charge, donc le traitement de soutien, l'antibiothérapie, ça va leur permettre de se remettre à manger progressivement. Ça reste à suivre et ça peut être nécessaire de poser une sonde pour pouvoir les réalimenter, mais c'est moins important entre guillemets que les chats à lipidose. Euh, Souvent, ils vont se mettre à manger d'eux-mêmes. Mais ça reste à suivre. Ça reste à suivre à savoir s'ils couvrent leurs besoins et au besoin, du coup, de poser une sonde de réalimentation. Alors, la lipidose hépatique, du coup, c'est la deuxième grande pathologie hépatobiliaire des chats. Comme on l'a dit dans certains pays, comme a priori les États-Unis, ce serait la première pathologie hépatobiliaire des chats.
Dans d'autres pays, ça pourrait être la secondaire. Mais bon, c'est les deux grandes causes d'anomalies hépatobiliaires, c'est le ça. La lipidose peut être primaire ou secondaire. Donc, une lipidose hépatique primaire, elle se déclarera chez des chats qui n'ont pas de maladie sous-jacente qui ont provoqué l'anorexie. Donc, c'est des chats globalement en bonne santé. Généralement, mais pas tout le temps, c'est des chats qui sont obèses à la base et qui ont subi une période d'anorexie prolongée, soit parce qu'ils sont stressés, soit parce qu'on leur a changé leur alimentation et que ça leur plaît pas et que ils sont capables de se laisser mourir plutôt que de manger un truc qui leur plaît pas. Donc voilà, une, pas de maladie en dessous. Les lipidoses hépatiques secondaires, c'est qu'il y a une maladie sous-jacente qui a provoqué l'anorexie et c'est cette anorexie prolongée qui a provoqué la lipidose hépatique. Les maladies sous-jacentes, ça va être des cholangites, pancréatite, myxie, processus néoplasique, diabète sucré, hyperthyroïdie. Les trois premiers, donc cholangite, pancréatite, myxie, étant quand même les gros, les trucs phares des cas. Mais voilà, il y a d'autres choses possibles. Je vais simplement parler rapidement de physiopathe de la lipidose hépatique. Donc, c'est un cas anorexique. Et en particulier, c'est un cas en surpoids, on va avoir une lipolyse importante qui va entraîner la production d'acides gras libres dans le sang. Ces acides gras vont être prélevés par le foie et le foie va être transformé soit pour pouvoir fournir de l'énergie, soit sous forme de triglycérides. Et dans ce cas-là, il faut stocker dans le foie et ça va être à l'origine du coup de la lipidose, pour faire simple. Les types, enfin, les chats qui sont touchés sont en particulier des chats adultes avec une moyenne d'âge de 7 ans. Cliniquement, ça va être des animaux qui vont présenter également des signes généraux, donc en particulier anorexie, abattement. Des chats qui souvent auront perdu du poids, donc ça c'est en particulier pour des chats qui étaient à la base obèses, où on va avoir cet effet de pyjama trop grand. Assez souvent, ils vont présenter des troubles digestifs, notamment des vomissements, parfois aussi diarrhée, constipation. Calice, hépatomégalie, hyper, déshydratation, c'est d'autres signes qu'on peut rencontrer, mais qui sont pas constants. Au niveau du diagnostic, en cas de lipidose hépatique, il y a des choses qui peuvent nous orienter au niveau des examens comment dire, qu'on peut faire au chevet du patient, enfin les examens qu'on peut obtenir rapidement. Le diagnostic définitif d'une lipidose hépatique, ça passera par des examens un peu plus invasifs avec biopsie hépatique. En tout cas, au niveau de nos bilans, en particulier au niveau de nos bilans sanguins, ce qu'on peut trouver dans le cas d'une lipidose hépatique, ce sera une très forte augmentation des pales avec des IVT qui sont normaux à légèrement augmentés. Donc, cette dichotomie, entre guillemets, entre des pales très augmentées et des IVT qui sont quasi normaux. L'imagerie, là aussi, sera intéressante chez ces cas. Assez souvent, en cas de lipidose hépatique, donc les foies lipidose, ce sera des gros foies hyper échogènes. Et là encore, une écho-abdo complète est indiquée pour rechercher des comorbidités, pancréatite, spondylite, voilà, des choses qui auraient pu prédisposer, enfin, des choses qui auraient pu précipiter la lipidose ou voilà, d'autres maladies sous-jacentes. Une écho-abdo complète est toujours intéressante. Et encore une fois, du coup, c'est des cas où, pour obtenir un diagnostic définitif, on va passer par des prélèvements, soit CEPAF ou biopsie. La prise en charge de ces cas-là passe de la même manière que les cholangites par un traitement de soutien. Donc, on commence par la réanimation si besoin, perfusion, prise en charge des désordres électrolytiques, traitement symptomatique, donc antidouleur, antivomitif et traitement de soutien hépatique. Et l'élément central de la prise en charge des cas à lipidose, ce sera la réalimentation par sonde. Surtout pas gaver ces chats, enfin surtout pas gaver d'ailleurs quelconque chat. Les chats aiment pas ça. Bon, je pense que personne n'aime ça. Mais du coup, il y a vraiment des gros risques pour ces chats qu'on leur crée une aversion alimentaire. Enfin, c'est pas la solution. Et en plus, pour les gavants, on n'arrivera jamais à couvrir leurs besoins. Et vraiment, c'est les chats lipidos pour leur donner un maximum de chance pour pouvoir couvrir rapidement leurs besoins.
Donc, c'est des chats sur lesquels on a besoin de poser une sonde, de faire un plan de réalimentation sur 3 à 5 jours. Ça va dépendre depuis combien de temps ils sont anorexiques. Si c'est plus chronique, on va faire ça plus lentement parce qu'il y a un risque quand on réalimente de provoquer des complications liées à la réalimentation. Il faut garder ça en tête. Donc, le but, c'est d'arriver à couvrir leurs besoins, mais pas trop rapidement. Le plan de réalimentation est hyper important chez ces cas-là. Et on va privilégier un aliment riche en protéines. On va éviter tout ce qui est stimulant de l'appétit, enfin, parce que voilà. Ah, moi, j'avoue que je suis pas fan de la Myrta, parce que, alors, sauf pour les cas type MRC, on sait que c'est des chats qui vont avoir un appétit difficile, on va essayer de faire en sorte qu'ils couvrent leurs besoins. Pour ces chats à l'acidose, déjà, c'est rarement magique. Éventuellement, peut-être qu'ils vont grignoter un peu, on sera content. Mais c'est pas, enfin, on ne cherche pas à ce qu'ils grignotent un peu, on a vraiment besoin de couvrir leurs besoins. Et c'est vrai que moi, la myrtazapine, j'ai un peu tendance à la voir comme, dans certains cas, un peu une baguette magique où ça y est, il remange, ça va, alors que parfois on peut cacher des symptômes. Donc, c'est vraiment un entretien avec la myrtazapine. Et pour les cas de lipidose, je pense que, en tout cas, au moins dans un premier temps, c'est pas indiqué. Et il faut vraiment se centrer sur cette réalimentation par son. C'est une maladie et il faut être clair depuis le départ avec les propriétaires. Une nidose hépatite, c'est long à traiter. Et généralement, c'est des animaux qu'on réalimenté pendant 2 à 3 semaines, qui vont être hospitalisés pendant quelques jours et puis ensuite, ils pourront éventuellement rentrer à la maison, ça va, mais ils devront être réalimentés par sonde à la maison. Donc voilà, il faut être honnête avec le propriétaire dès le départ que c'est pas en 24-48 heures que ça va être réglé. C'est déjà pour lesquels du coup on va avoir tendance à poser une sonde de son tracheostomy. J'ai vu qu'il y avait une étude récente qui montrait qui s'intéressait à des chats fondés en naso-œso qui étaient réalimentés à la maison par leur propriétaire. Alors, je me pose la question sur les lipidoses, mais après, c'est quand même un peu long les lipidoses, je trouve, pour garder une sonde naso-œso. Donc, je pense que c'est quand même nécessaire de rester sur une sonde de phagostomie pour ces cas-là. Le pronostic est péjoratif pour les chats qui ont une maladie de la santé non traitable et pour des chats qui seraient pas réalimentés entièrement ou pas suffisamment. On passe il y avait une étude où les chats n'étaient pas réalimentés, il y avait 4,8% de mortalité. Je crois on passait avec la réalimentation à 40%. Donc, il y a vraiment un intérêt majeur à réalimenter correctement ces chats. Alors, rapidement, parce que je pense que Agathe en a parlé dans ses comptes sur les toxiques. Donc simplement, voilà, c'est ça. On peut aussi avoir des hépatites toxiques qui sont plutôt du coup des hépatites aiguës, éventuellement des hépatites fulgurantes avec des toxiques soit qui sont dose dépendantes ou alors des réactions idiosyncrasiques. Et notamment, ce que je trouve intéressant, c'est le diazépam. Moi, j'en ai jamais rencontré personnellement. Mais voilà, gardez en tête que il y a des médicaments qui peuvent entraîner aussi c'est ça, des hépatites. Donc, voilà, toujours poser la question au propriétaire. Après, généralement, c'est ça, à la différence des cholangites, lipidoses, etc. On va avoir une atteinte marquée de l'atteinte générale, enfin, une atteinte marquée de l'état général, quelque chose de vraiment très aigu, un lien avec du coup une prise d'un médicament ou l'ingestion de quelque chose et une augmentation des enzymes hépatiques qui sera beaucoup plus marquée que dans le cas des colons. Les processus néoplasiques au niveau du foie, vésicule biliaire, enfin, foie et voie biliaire. Donc déjà, les tumeurs des voies biliaires sont enfin, on a davantage de tumeurs des voies biliaires que du foie. C'est quand même des tumeurs qui sont rares,
Donc là, je parle vraiment des néoplasies hépatobiliaires pures. Le lymphome avec une implication du coup du foie, c'est assez fréquent. Mais là, c'est hors lymphome, c'est vraiment néoplasie purement foie biliaire. C'est des tumeurs qui sont rares, qui font pour 1,5 à 2,3% des tumeurs chez le sein. Le pronostic est pas forcément mauvais. On a 65% de tumeurs qui sont bénignes et qui peuvent même avoir, enfin voilà, qui peuvent être très très grosses à l'écho et qui peuvent entraîner des signes vraiment importants parce que du coup, quand on a une grosse tumeur, on peut avoir une cholestase importante avec une cholangite, une cholangiohépatite secondaire. Donc voilà, on peut avoir des animaux qui sont très très atteints, entre guillemets, des grosses tumeurs qui pourtant sont bénignes et du coup on pronostique après l'ovectomie hépatique qui sont très intéressantes. Donc voilà, tumeur hépatobiliaire, ça veut pas dire c'est la fin. Donc très intéressant, c'était ça de réaliser une écho-abdo complète, voilà, de les référer globalement, enfin en tout cas de les diriger soit vers des internistes ou cancérologues pour pouvoir explorer ça davantage, mais pas condamner des cas parce qu'on voit une masse au niveau du foie, des voies biliaires. Alors, les stents portosystémiques, c'est ça, c'est pas très fréquent. Il y a quelques cas, j'ai trouvé une étude, il y avait 4 ou 5 cas de stents acquis. Et c'était, bon, comme chez le chien, secondaire à des pathologies hépatobiliaires chroniques. Mais voilà, c'est vraiment très, très, très rare de ce que j'ai pu voir chez le cas du stent acquis. Les stents congénitaux sont plus fréquents mais c'est pas non plus l'espèce qui en présente le plus par rapport aux chiens. Mais ça existe aussi c'est le cas. On a plutôt des stents extra-hépatiques comme chez les petits chiens. C'est quel patient nous on peut être amené à y penser en contexte d'urgence, ce sera plutôt des jeunes animaux, donc des jeunes chats. Généralement, les premiers signes les présentent avant 1 an ou 2 ans. Après, je trouve qu'assez souvent, là encore, il y a peut-être plus de ça que les chiens. Ce sera très dépendant de la capacité des propriétaires à remarquer certains signes. Donc, il y en a qui vont les remarquer très jeunes. Et puis, je pense qu'il y a aussi des vétos qui peut-être ont des fois tendance à temporiser, enfin, voilà, à limiter l'inquiétude des gens quand ils remarquent certains signes. Et notamment, au départ, ça peut être des signes très frustres avec un chat qui va fixer le mur pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, qui va avoir un comportement bizarre. Enfin, donc, il peut y avoir des signes assez frustres dès le départ, au départ. Euh, mais généralement, ils vont commencer à présenter des signes avant 1 an. C'est des signes qui vont généralement être chroniques, même si soit ils sont pas remarqués, soit ils n'ont pas été explorés, et qui vont et qui viennent. Avec en particulier, du coup, une atteinte au niveau neurologique, au niveau gastro-intestinal et au niveau urinaire. Donc, des signes éventuellement au niveau de ces différents systèmes-là et des anomalies à l'examen clinique au niveau de ces différents systèmes-là. Éventuellement, on va pas forcément toujours avoir tous les signes, mais il faut y penser quand on a une concordance de ces signes. Et c'est ça, une iris cuivrée ou dorée pourra faire augmenter l'index de suspicion d'un shunt portosystémique. J'étais pas allée plus dans le détail du shunt. Après, ben, ça nécessite davantage d'exploration. Éco-abdo, on peut aller aussi jusqu'au scanner avec produit de contraste, bon, davantage d'exploration. Euh, c'est des chats qui nécessitent une prise en charge assez souvent médicale, chirurgicale, pardon. Ça va dépendre des internis, ça va dépendre des cas, et ça va dépendre des gens. Donc j'ai l'impression que c'est qu'assez souvent ils sont d'abord stabilisés médicalement, mais qu'assez souvent il y a quand même une indication chirurgicale qui les lance motivés. Alors, l'encéphalose hépatique, en gros, c'est une dysfonction hépatique qui va conduire à une dysfonction neurologique. On en parle parce qu'on vient de parler du stent portosystémique, et c'est vrai qu'assez souvent, quand on pense aux encéphalose hépatique, on a tendance à penser au stent.
Mais en gros, dans tous les cas où on va avoir une dysfonction hépatique suffisamment sévère que le foie arrivera pas à faire son travail correctement, on peut avoir une encéphalose hépatique qui se développe. Euh, les cas d'encéphalose hépatique, c'est lié à des éléments qui sont produits dans le tube digestif qui vont être absorbés dans le sang et qui en gros vont shunter le foie et qui vont s'accumuler dans le sang et qui vont être à l'origine des signes neurologiques qu'on peut observer. On pense le plus souvent à l'ammonium, mais il y a aussi d'autres éléments qui s'accumulent dans le sang et qui entraînent les signes d'encéphalose hépatique. Et c'est vrai que l'ammonium, c'est quand même l'élément central, mais pas toujours. Au niveau des signes cliniques d'encéphalose hépatique, on a des signes précoces qui peuvent être assez frustes avec apathie, une baisse de vigilance, donc un animal qui peut simplement dormir et qui peut voilà, pas présenter beaucoup plus de signes que ça, et des signes plus avancés avec une ataxie, un animal qui tourne en rond, qui pousse au mur, qui présente du calice, et ça c'est particulièrement vrai, c'est ça. Je crois que c'est quasiment 90% du cas en encéphalose hépatique qui présente une hypersalivation. Donc, qui éventuellement ne présentent pas forcément beaucoup d'autres signes au niveau neuro, mais qui vont présenter une hypersalivation importante. Stupeur, enfin, ça peut aller jusqu'à une hypovigilance marquée, stupeur, coma, et parfois des crises convulsives, mais c'est pas l'élément central. Avant d'arriver jusqu'à stupeur, coma, crise convulsive, on va quand même avoir différents éléments au niveau de l'examen neuro qui pourront nous orienter vers une encéphalose hépatique. Les pathologies hépatiques, c'est le chat qui vont être liées au développement d'une encéphalose hépatique. Alors oui, en effet, il y a le shunt portosystémique, euh, mais on peut avoir d'autres choses, et notamment les dysphases hépatiques chroniques et les hépatites aiguës. Donc, en particulier, quand on a une hépatite fulgurante, toxique ou autre, on peut avoir des signes d'encéphalose hépatique. Le diagnostic de l'encéphalose hépatique passera par le dosage des enzymes hépatiques, l'ALAS, ASH, GGT, donc tout ce qui est marqueur de cytolyse et de cholestase hépatique. Et on explorera aussi la fonction hépatique en dosant les marqueurs de fonction hépatique. Ces marqueurs-là, mais c'est des éléments qui sont produits par le foie ou dont le foie participe à la production ou à la production d'une forme activée. Donc, en tout cas, le foie a participé à, euh, à, au fait que cet élément soit là et en quantité suffisante. Donc, les marqueurs de fonction hépatique, c'est glucose, urée, albumine, cholestérol, bilirubine, temps de coag, ammonium et acide biliaire. Donc, on peut avoir une hypoglycémie, une diminution de l'urée, une diminution de l'albumine, une diminution du cholestérol en cas d'encéphalose hépatique. Les temps de coag qui vont plutôt avoir tendance à être augmentés puisque le foie participe à l'élaboration des facteurs de coagulation. Donc, on a assez souvent des cas qui sont hypocoagulables. Alors, pas forcément qui vont saigner par eux-mêmes, mais voilà, à garder en tête, c'est des cas hépatopathes et dont l'atteinte hépatique est assez sévère. On peut avoir un trouble de la coagulation et une augmentation des temps de coagulation. L'ammonium qui va être augmenté et les acides biliaires pré- et postprandiaux qui sont le diagnostic. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le shunt, mais on dosera aussi les acides biliaires pré- et postprandiaux pour participer à diagnostiquer le shunt et l'encéphalose hépatique. En urgence, en fonction des cas et en fonction de la gravité de l'atteinte neurologique, on va pas forcément faire tout ça. C'est vrai que moi, j'ai tendance à doser l'ammonium, faire vraiment attention en dosant l'ammonium, de bien utiliser des gants, notamment parce que quand on fume, on peut provoquer une augmentation de l'ammonium secondaire au prélèvement. Donc, faire attention au prélèvement, le prélever immédiatement et l'analyser immédiatement et porter des gants pour toute cette procédure-là. Donc, l'ammonium est intéressant pour le diagnostic de l'encéphalose et pour le suivi, je trouve, de la réponse à notre traitement.
La prise en charge de l'encéphalose hépatique, ça passe par une antibiothérapie qui va limiter la production, enfin limiter les bactéries qui... Ah, j'ai un bug. Euh, c'est les bactéries dans le tube digestif qui vont produire davantage d'ammonium. Donc, c'est pour limiter cette population de bactéries-là. Je crois, si je me trompe pas, alors, moi, ça, je le mets forcément en urgence. Dans le cas de shunt, c'était recommandé, mais je crois que maintenant, ça ne l'est plus. Donc, en tout cas, dans la prise en charge chronique des shunts, l'utilisation du métronidazole est plus recommandée. Mais par contre, en prise en charge en urgence, on utilisera. Moi, j'ai plutôt tendance à aller sur un antihistaminique sulbactam. Certains utilisent le métronidazole. J'avoue que moi, le métronidazole, j'ai pas trop tendance à l'utiliser de manière générale. Voilà, je vais plutôt faire un antihistaminique sulbactam. Et si on utilise métronidazole à de faibles doses. Donc, antibiothérapie par voie veineuse, déjà parce que d'une part, ça n'a souvent pas la possibilité de prendre des aliments péros parce qu'ils sont vigilants, vraiment pas bien ou autre, ou alors parce qu'ils sont nauséeux. Et puis pour pouvoir atteindre une concentration efficace plus rapidement. L'autre pierre angulaire de la prise en charge d'une encéphalose hépatique, ça va être l'administration de lactulose. Moi, j'ai tendance toujours à commencer par un lavement. Ça dépendra de la clinique du patient. Si la clinique est vraiment très chronique et que je le vois pas forcément en urgence, peut-être pas le lavement, mais c'est vrai que généralement quand on les voit en urgence, c'est qu'il y a une dégradation de manière aiguë et que même s'ils sont pas totalement hypovigilants ou en train de convulser, il y a des risques avec notre lactulose péros. On on n'aille pas suffisamment vite. Donc, pour moi, le lavement est toujours indiqué en urgence à contrebalancer avec des risques anesthésiques éventuellement pour ces cas-là. Mais voilà, généralement, je vais toujours faire un lavement. Donc, sous sédation, anesthésie, avec 1 à 5 ml par kilo de lactulose que je dilue à un tiers avec de l'eau tiède, lavement colique. Et ensuite poursuivre avec du lactulose péros. On va bien suivre la fonction neuro chez ces patients régulièrement pour vérifier qu'ils répondent à notre traitement. Il y a un risque que ces patients développent une hypertension intracrânienne, un œdème cérébral, une hypertension intracrânienne. Donc, si leur fonction neurologique ne s'améliore pas, se dégrade, et que ça va éventuellement vers une hypertension avec une bradycardie, etc. On va se poser la question d'une hypertension intracrânienne, mais bon, même avant ça, l'intérêt de suivre la fonction neurologique, ça va être de pouvoir intervenir plus rapidement avant qu'on ait des francis d'hypertension intracrânienne. Donc, on réévalue fréquemment au niveau neurologique. On peut même utiliser des grilles pour pouvoir avoir un suivi plus objectif, en particulier d'un vétérinaire à l'autre. C'est presque fini. Donc simplement pour terminer sur les pathologies et pathobiliaires dont on n'a pas parlé, on a parlé essentiellement donc des cholangites neutrophiliques. Je vous ai pas parlé des cholangites lymphocytaires, mais globalement elles sont quand même moins fréquentes que les cholangites neutrophiliques. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle on ne sait pas encore trop si c'est une forme plus chronique de cholangite neutrophilique ou si c'est une véritable autre forme de cholangite que les cholangites neutrophiliques. Et globalement, leur prise en charge reste la même que des cholangites neutrophiliques. Elles sont moins fréquentes, les cholangites lymphocytaires, que les cholangites neutrophiliques. Donc, on a parlé des cholangites, on a parlé de la lipidose hépatique, on a parlé des shunts, des toxiques hépatiques, et voilà. Et il y a d'autres choses qui peuvent, et des tumeurs hépatobiliaires, il y a d'autres choses qu'on peut rencontrer chez ces chats et qui peuvent entraîner les symptômes dont on m'a parlé au départ,
et éventuellement des anomalies au niveau des examens complémentaires comme dans le cas de Garfield. Ça va être en particulier des cholélithiases qui sont pas très fréquentes, mucocèles biliaires pas très fréquentes, surtout chez les chiens, on en rencontre surtout chez les chiens. C'est ça arrive aussi. Cholécystite et d'autres infections, et notamment des infections et des abcès hépatiques avec des bactéries un peu plus originales. Et la pif, quand même, qu'il faut pas oublier chez le chat. Dans d'autres pays, alors je pense plutôt aux États-Unis, on a des hépatites fongiques. Je ne crois pas qu'en France on en ait, mais c'est vrai qu'il faut penser éventuellement si on a des animaux qui ont voyagé, on peut avoir des hépatites fongiques. Après, voilà, dans tous les cas, c'est des cas qui passent par des examens plus poussés, écho-abdo complète, des prélèvements, éventuellement jusqu'à des biopsies, des dosages sur sang, des recherches d'anticorps, voilà, des choses plus poussées. Et on fait le point donc, sur ce qu'on vient de dire. Moi, ce que je garde en tête des pathologies et pathobiliaires, c'est ça, c'est qu'on a une diversité importante avec, si on résume, euh, deux grandes pathologies phares avec les cholangites et la lipidose hépatique. Parfois, une lipidose hépatique qui peut être secondaire à une cholangite. Donc assez souvent, on peut avoir des pluripathologies et des comorbidités qui s'accumulent chez ces chats. Donc, y penser pour pouvoir les traiter spécifiquement. C'est hyper important, de mon point de vue, de pouvoir faire de l'imagerie abdominale et de pouvoir pousser un petit peu plus l'exploration de ces cas, alors peut-être en particulier sur des animaux plus âgés, des choses qui récidivent, des symptômes chroniques. Voilà, rechercher ici pancréatite chronique, rechercher différentes pathologies qui peuvent se surajouter les unes aux autres et qui peuvent être à l'origine du fait qu'on a une présentation clinique, mais plein de pathologies qui y participent. Donc, hyper important de pouvoir explorer ces pathologies-là avec de l'imagerie abdominale, des prélèvements, voilà, une prise en charge un peu plus poussée, en particulier sur les animaux qui présentent des signes chroniques, avec des propriétaires qui sont motivés. Donc, j'ai toujours tendance, moi, à leur parler de ça, à leur expliquer du coup ce que je pense qui peut se cacher derrière, ce qui serait l'idéal de faire, et puis de décider avec eux si on commence par un traitement probabiliste, parce que je pense que c'est peut-être une cholangite ou s'ils sont motivés pour explorer davantage. Le traitement, ben, il n'y a pas de one size fits all. Il faut réfléchir en fonction des cas. En fonction, bah, du coup, on fait un bilan anamnésico-clinique en fonction de l'âge du chat, en fonction des signes présentés, en fonction des différents éléments de l'anamnèse et des commémoratifs qu'on a pu rassembler, en fonction des examens qu'on a pu faire. Non, et donc de la pathologie, soit qu'on a mise en évidence, soit qu'on suspecte, et on adaptera du coup notre traitement au contexte, donc aux symptômes qui sont présentés et à la pathologie suspectée ou mise en évidence. Le pronostic du coup est aussi variable, ça va dépendre de la pathologie sous-jacente. Pour des lipidoses hépatiques, ça dépend des études, mais c'est vrai qu'on a quand même un taux de mortalité qui reste assez élevé. C'est des cas qu'il faut prendre en charge agressivement, rapidement, et donc il faut bien expliquer au propriétaire que voilà, ça va être long et qu'il faut s'accrocher. Par contre, a priori, c'est des cas qui, quand ils ont fait un épisode de l'épidose hépatique, n'en refont pas dans leur vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas comme les cas qui se douchent tous les 3 mois. Ils ont fait leur épisode de l'épidose, hop, c'est bon, ils sont tranquilles. Alors peut-être que c'est parce que du coup, les gens sont plus attentifs à leur prise alimentaire et qui vont plus rapidement agir quand le chat mange moins ou qui vont éviter de changer leur alimentation. Peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, voilà, c'est quand même positif. Il y a un truc auquel je dois raccrocher, et même si la prise en charge sera longue, assez souvent, c'est pas des animaux qui vont refaire un épisode de lipidose derrière. Après, à garder en tête que si la lipidose est secondaire à une autre maladie, bah, pour le coup, il y a quand même un risque. L'importance de la réalimentation, en particulier bah, chez ces animaux à lipidose, mais globalement, c'est tous les animaux. Réalimentation souvent par sonde, bien être capable de suivre
la couverture des besoins, l'adapter et complémenter si le sein ne couvre pas ses besoins. Voilà. Et j'ai pas trop, non, j'ai pas détassé. Hop, alors, j'essaie de, est-ce que vous avez des questions? C'est pas un petit mot. On est parti. Merci Elodie, c'était vraiment cool. Ah, j'ai cru que, j'ai cru qu'il y avait plus personne et que je parlais toute seule depuis, Non. depuis un moment. Ouais, ben, c'est assez chargé les pathos et pathobiliaires chez le chat. Il y avait plein de trucs que j'aurais voulu creuser un peu plus, mais où bah, c'est qu'on n'aurait pas forcément le temps. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. On arrête là, du coup. Il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de retour. Toi, t'en voyais beaucoup, Agathe? Ou t'as Des, pas partie en des- médecine interne? Euh, pas tant. On en voyait quelques-unes, mais vraiment pas tant. On voyait plutôt des hépatopathies du chien, plutôt tout ce qui était mucosal et compagnie, mais pour dans des centres de référé, c'est plutôt ce qu'on voit. Tout ce qui est cholangite, cholangiohépatite, c'est pas nécessairement ce qu'on voyait le plus souvent. Mais par contre, là, dans les MUF, j'ai l'impression d'en voir assez fréquemment. Des petites. Ouais, ben, je pense que c'est vrai que je pense que soit peut-être ça passe plus facilement vers d'autres services quand on est en grosse structure ou alors que les vétos peut-être le gérer les Ouais, vétos exactement. Mais non, ouais. là, c'est vrai qu'on en voit un petit peu plus souvent. Mm. En tout cas. Ok. Bon, ben je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et ben merci à vous. Bon après-midi.